Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique? Après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes faits ont pu vous contraindre? Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Mais que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur pareil, et donnez-moi le temps de vous convaincre, parmi les mille preuves, de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Mais alors, pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait les yeux dont je vous vois. Cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins pleins de tendresse que vous me fites éclater après m'avoir tiré de l'eau. Et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui, vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. C'en est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement où j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant au scrupule que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges encore. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Oh, mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous me rendre favorables. J'en attends des nouvelles avec impatience. Et j'en irai chercher moi-même si elle tarde à venir. Valère, ne bougez d'ici, je vous prie. Songez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Oh, mais vous voyez comme je m'y prends! Et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service, sous quel masque je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours pour m'introduire à son service. J'ai fait des progrès admirables. Et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que d'encenser leurs défauts et applaudir à ceux qu'ils font. La sincérité souffre un peu au métier que je fais. Mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? Mais on ne peut pas ménager l'un et l'autre. Et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accompagner ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Et je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Oh! Ah, ma sœur, je suis bien aise de vous trouver seule, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Oh, bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, et que le nom de fils me soumet à des volontés, et qu'il ne faut point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne preniez pas la peine de me le dire, car enfin, mon amour ne veut rien entendre, et je vous prie de ne point en faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolu. Je vous conjure encore une fois de ne point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez point. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. J'appréhende votre sagesse. Oh, hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse.
Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Non, plutôt ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers. La nature, ma sœur, n'a jamais rien formé de plus aimable au monde. Et je me sentis transporté dès le premier moment que j'ai la vie. Elle se nomme Marianne et vit le plus souvent sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable personne a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Oh ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. Seulement, j'ai découvert sous main qu'elles ne sont point fort accommodées. Et concevez quel bel plaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui, je conçois assez, mon frère, qu'elle doit être votre chagrin. Il est plus grand qu'on ne peut croire. Je vais chercher partout de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux. Il est bien vrai que tous les jours nous donnent de plus en plus sujet de regret. Ah, j'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour achever notre confidence. Je refuse ouvrir Génie le Breton. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sans correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? Tu viens pas bon d'âme me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sors. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Eh bien, va-t-on l'attendre dans la rue? Je ne veux point avoir sans cesse devant moi et devant des sons. Un espion, un traître, dont les yeux maudits assiègent des actions, dévore ce que je possède, et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Oh, commandant, voulez-vous qu'on vous vole? Êtes-vous un homme volable, ou qui renferme toutes choses, et faire sentinelle jour et nuit? Je vais renfermer comme bon me semble, et faire sentinelle comme il me plaît. Non mais voilà pas le même chat qui prenne garde à ce qu'on fait. Je crains qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Dis-moi, ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Mais non, coquin, je ne dis pas ça. J'en rage. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe à nous que vous en ayez ou que vous n'en ayez point, si c'est pour nous la même chose. Fais le raisonneur, hein. Et je te bats ici par les oreilles. Sors ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Viens ici. N'emportes-tu rien? Vous emporterai. Viens ça que je vois. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres. Les autres? Oui. Et voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Et vous-même. Ces grands hauts de choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe, et je voudrais bien qu'on en eût fait prendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis de voler? J'ai dit que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je veux faire. La Oui. peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? Je dis la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et qui sont-ils, ces malicieux? Et des lins et des ladres. Avec qui veux-tu parler? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Non, je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Ah oui? Eh bien tiens, moi je bois de parler à ta barrette. Oh, m'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser d'être insolent. Oh. Tais-toi! Je ne nomme personne. Je te dois s'en laisser du part. Qui se nomme sans mort de sa bouche? Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Ah. Attendez. Regardez encore une petite poche. Êtes-vous satisfait? Ah, alors rends-le-moi sans te fouiller. Ouais, non. Ce que tu m'as volé. Mais je ne vous aurais pas du tout. Assurément? Ah, sûrement. Non, mais alors va-t'en, tous les diables. Ah, me voilà fort bien quand j'étais. Et je t'aime sur ta confiance, moi. Un grand arme avec une main comme le fort. Et je ne m'étais point à voir ce chien de boîte-là.
Certes, ce n'est pas une petite peine que d'avoir chez soi de grandes sommes d'argent. Et bienheureux celui qui a tout son fait bien placé et ne conserve que ce qu'il faut pour sa défense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute la maison le cachet fidèle. Car pour moi, les coffres forts me sont suspects. Je les tiens justement de franche amour sa voleur. Je vais toujours m'y fier. C'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Fiche! Ah! Cependant, je me demande si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus comme avant-hier. 10 000 écus en or chez ce... Au ciel! Je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aurait emporté. J'aurais parlé en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Il y a longtemps que vous êtes là. Nous ne venons que d'arriver. Et vous avez entendu? Moi, mon père. Et ce que je viens de dire, là. Quoi? Mais là! Non, mon père. Oh, sifflez, sifflez. Pardonnez-moi. Oh, je vois bien que vous en avez suivi quelque chose. C'est que je m'entretenais moi-même de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux celui qui peut avoir chez soi 10 000 écus. Nous feignons de vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien âgé de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui les ai dit. Nous n'entrons point dans vos affaires. Eût à Dieu que je les eusse 10 000 écus. Oh, je ne crois pas. Cela serait une bonne affaire pour Ce moi. sont des choses. J'en aurais bon besoin. Je pense, Cela m'accommoderait pas. Vous êtes- Et je ne me plairais pas comme je le fais. Que le temps est misérable. Enfin, mon père, il n'y a pas lieu de se plaindre. Et on sait que vous avez assez de biens. Mon geste, c'est bien. Mais ceux qui le disent en Normandie, il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins qui font courir ces bruits-là. Ne vous mettez point en colère. Il est bien étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui! Eh oui! De pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours, on ne viendra chez moi couper la gorge, dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle! Oui. Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pire. À vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête. Il y a là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai déjà dit 20 fois, mon fils. Vos manières me disposent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis sa mort. Pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Comment vous dérober? Et que sais-je? Et où prenez-vous de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, Oui. c'est que je joue. Et quand je suis fort heureux, je mets sur moi de l'argent que du mal. Oh! Mais c'est fort mal fait! Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter. Voilà. Et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le regagner un jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste. À quoi vous servent tous ces rubans-là? Il y en a moins pour 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres. 6 sols, 8 deniers. Ah, ne les placez que de 12. Vous avez raison. Enfin, parlons d'autre affaire. Hein? Je crois qu'ils se font signer l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier, et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Oh! J'ai quelque chose, moi, aussi à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, dont nous voulons vous entretenir. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Oh, mon père! Mais quel est ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? À vous dire le vrai, le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous l'entendez. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas en accord avec votre choix. Oh, ne vous alarmez point, ne vous impatientez pas. Je sais ce qu'il faut à vous deux. Et vous n'en avez ni l'un, ni l'autre à vous plaindre de ce que je prétends faire pour vous. Mais, pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne qui s'appelle Marianne et qui ne loge pas loin d'ici? Et oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Et comment, mon fils, trouvez-vous cette personne? Une fort charmante personne. Son air, sa taille, Admirable, sans doute. sa physionomie. Tout honnête et pleine d'esprit. Et ne pensez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songe à elle? Oui, mon père. Qu'elle a la mine de faire un bon ménage, Ah, sans doute. et qu'un mari aurait toute satisfaction avec elle. Assurément. Ah, il y a une petite difficulté, c'est que je crains qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Mais pardonnez-moi. Ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on pourrait prétendre, eh bien on va être tenté de regarder ça sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car sa douceur et sa bonté d'âme m'ont gagné l'âme.
et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien. Quoi? Vous êtes résolu, dites-vous. Épouser Marianne, oui. Mais qui Mais moi, oui, que dire cela? Bien. Il m'a pris tout d'un coup un éblouissement et je me retire d'ici. Ça n'est rien. Allez vite dans la cuisine, voir un grand verre de terre. Ne voilà pas les damoiseaux, pas plus doués que les poules. C'est là, ma fille, ce que je prétends pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont on m'est venu parler ce matin. Et pour toi, je te destine au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme. Oui, un homme prudent, sage, et qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Ah, et moi, mamie, ma petite fille, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Mais je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Et cela sera, ma fille. Non. Si. Non, vous dis-je. Mais si, oui. C'est une chose où vous ne me réduirez point. Mais c'est une chose où je te la réglerai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Mais tu ne t'étueras pas et tu l'épouseras dès ce soir. Non mais voyez quelle audace. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son Mais père? a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Si c'est un parti où il n'y a rien à redire et je cache que tout le monde approuvera mon choix. Moi, je cache qu'il les aurait être approuvés d'aucune personne raisonnable. Ah. Tiens, voilà, Valère, veux-tu que nous fassions juger cette affaire? J'y consens. Tu rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Très bien. Ici, Valère, nous t'avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille ou de moi. Eh bien, c'est vous, monsieur. Sans contredit. Enfin, sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que ça. Et la coquine me dit en qu'elle refuse de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis. Oui. Eh bien, quoi? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, et vous ne pouvez pas que vous ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait? Bon, elle pourrait vous dire que... Et comment le Seigneur Anselme est un parti considérable, auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage? Ne serait-elle mieux rencontrée? Ce n'est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses, et qu'il faudrait au moins quelque temps... Mais non, c'est un parti qu'il faut vite prendre aux cheveux. Je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans doute. Oui. Ah. Bien, je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Oui, c'est surtout pour moi une épargne considérable. Assurément. C'est un mot sur point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, et qu'il va d'être heureux ou malheureux. Sans dot. Oui, vous avez raison. Voilà qui décide de tout. Bon, il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose où l'on doit avoir de l'égard, et qu'une telle... Sans dot. Ah, il est vrai. Ah, il n'y a pas de réplique à cela. Qui diantre peut aller là contre? Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent. Sans dot. Il est vrai. Ah, sans dot. Cela ferme la bouche à tout. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Chante un chien qui aboie. Ne serait-ce que l'on voulait mon argent. Ne bougez d'ici, je viens de suite. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous le faites. Mais c'est pour ne point l'écrire, et pour mieux en venir à bout. Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'on ne peut prendre qu'en biaisant, et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, vous en viendrez mieux à Ah, mais ce mariage, Valère. On cherchera des billets pour le rond. Et quelle invention trouvez-vous se doit conclure ce soir? Il faut demander un délai, et feindre quelques maladies. Mais on découvrira la fin si on appelle des médecins. Mais vous moquez-vous. Y connaissent-ils quelque chose? Allez, vous pourrez avoir avec eux quel mal il vous plaira, ils vous trouveront des raisons pour vous dire que cela vient. Tout va bien, Dieu merci. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour, oui, mais oui, il faut qu'une fille obéisse à son père, et il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Me voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et
prends la hardiesse de lui parler comme je le fais. Mais comment je suis ravi que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oh. Mais oui, Théophile, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. La présidente, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour continuer les leçons que je lui faisais. Oui, tu ferais bien. Il est bon de lui tenir un peu l'abri dehors. Oui, mais... Ne vous mettez pas en peine, je crois que j'en viendrai à vous. Bon, eh bien, je vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, mais oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qui vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Et lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance et de probité. Oh, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Et principalement, notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Ah, voici quelques mémoires, quelques petites recommandations, dictées par notre entremetteur pour vous être montrées, avant que de rien faire. Dis-moi, supposez que le prêteur... Quoi? Ah non, le prêteur voit toutes ses sûretés et que l'emprunteur... Et moi? Soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras. On fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qui soit, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment arrêté. Mais il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur. Oui. Pour ne charger sa conscience aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18? Bon, le voilà qui est honnête, il n'a pas l'air de se plaindre. Mais, comme le dit prêteur, on n'a pas chez lui la somme dont il est question. Quoi? Il n'a pas. Et pour faire plaisir à l'emprunteur, il contraint lui-même de l'emprunter de nôtre. Ah, que veux-tu, j'ai besoin d'argent, il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Y a-t-il quelque autre affaire?
Et ce n'est qu'un petit article. Un des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Quoi? Et pour les 1000 écus restants? Et pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes et nipe ses bijoux dont s'ensuit le mémoire et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qu'il a été possible. Enfin, que veut dire cela? Mais écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds. Oui, merci. Un t-shirt et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu. Plus un pavillon à queue avec le mollet et les franges de soie. Avec que veut-il que je fasse de cela? Ah, attendez! Plus une tenture de tapisserie, les amours de gros, beaux et massifs. Plus une grande table de bois de noyer. Mais qu'ai-je à faire, mon plan? Mais donnez-vous patience! Plus 3 gros mousquets tout garnis de nacre et de berger. Plus une fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients. Ça, c'est fort utile à ceux qui sont curieux des distilleries. Oh, mais j'en râle! Doucement! Plus un luth de Bologne. Un garni de toutes ces cordes. On peut s'en foutre. Oui, Plus un trou madame. Et un damier avec un jeu de loi. Fort propre à passer le temps lorsqu'on a que faire. Plus une beauté des C'est la peste et tout, je crains le Seigneur! Je n'aurai pas 200 écus de tout cela! Et cependant, il faut bien que je consente à tout, car il est en état de me faire tout accepter. Et il me tient le four, le poignard à la main. Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et l'on s'en après que les fils soient qu'ils meurent. À vous dire vrai, il me donnerait par ces procédés l'envie de le voler. Et je croirais en le volant faire une action malétoire. Oh non, parce que moi, que je le vois encore. Monsieur, Supposez que le c'est prêteur... un jeune homme qui a besoin d'argent, ses affaires le pressent d'entourer, il en passera par tout ce que vous lui en prescrirez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y a rien à la vérité? Et savez-vous, la famille, le nom et bien de celui pour qui vous parlez? Non, ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais son homme m'a assuré que vous serez content lorsque vous le connaîtrez. Tout ce que je puis vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà, et qu'il s'obligera, si vous le voulez, que son père mourra avant qu'il ne soit ni moi. Oh, c'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. Oui, c'est là votre maître Simon qui parle à votre père. Lui aurait-on appris qui je suis? Et serais-tu pour nous trahir? Hein? Réponds-moi! Réponds-moi! Vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant? Ce n'est pas moi, monsieur, qui l'aurait découvert votre nom et votre logis. Mais, à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Oui, mais comment? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment, Pandar? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? Comment, mon père, c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions? C'est toi qui veux te ruiner par des emprunts si condamnables? C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminels? Oses-tu bien presser l'apparaître devant messieurs? Osez-vous bien, n'est-ce pas vous présenter aux yeux du monde? Mais n'as-tu point honte, dis-moi non, d'en venir à de pareils débauches? Qui est plus criminel à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou celui qui vole un bien dont il n'a que faire? Oh! Retire-toi! Oh! Retire-toi! Te dis, je ne chasse pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure, et ce m'est un avis de tenir plus que jamais un œil sur toutes ces actions. Monsieur? Ah! Attendez un instant, je reviens vous parler tout à l'heure. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. Chut. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il y ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien entendu mémoire que nous avions. Hé, c'est toi, mon pauvre Lafleur. D'où vient ce trompeau? C'est pas faux, c'est... Que veux-tu faire ici? Ce que je fais partie d'ailleurs, m'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens, et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais qu'en ce monde, il faut vivre d'adresse, et qu'aux personnes comme moi, le ciel m'a donné d'autres rentes que l'intrigue, l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère récompense. Ouh, de lui, je te défie d'en tirer quelque chose. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Rosino, tu ne connais pas le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain.
Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré, de la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole et de l'amitié quand il vous plaira, et de l'argent. Point d'affaire, il n'est rien de plus dur et de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui n'a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne, mais je vous prête le bonjour ». Ah, mon Dieu, je sais là pour faire les hommes. J'ai le secret de couvrir leur faiblesse, de chatouiller leur cœur et de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Oh, bagatelle ici! Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui perce du cœur, c'est lycéen, et j'entraille. Et s'il revient, je me retire. Tout va connu. Eh bien quoi, Frosine? Oh, mon Dieu, que vous portez bien. Moi? Et que vous avez là un vrai visage de santé. Tout bon? Jamais je ne vous viens d'ainsi frais et si gaillard. Oui, mais enfin, cependant, Frosine, j'ai 60 ans bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Oui, certes, mais 20 années de moins pourtant ne me feraient pas de mal, que je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez point besoin de cela. Et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu crois? Assurément. Tenez-vous un peu. Oh! Que voilà bien, là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main. Prêtez-la-moi. Oh, quelle ligne de vie. Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne de vie? Là. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je lisais 100 ans, mais vous passerez les 6 mois. Oh, est-ce possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Oh, mais tant mieux! Ah, mais tant mieux, voilà. Oui, mais alors, Frosine, comment va notre affaire? Faut-il le demander? Oui. Et me voit-on mêlé de rien dont je veux bien la peau? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Et il n'est point de parti au monde que je ne trouve un peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Mais il n'y avait pas grande difficulté à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond, l'une et l'autre, entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assiste à ce soir au contrat de mariage qui doit se faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. Oh, mais c'est que je suis obligé, Frosine, ce soir, à donner à souper au Seigneur Anselme. Et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Et voilà justement son affaire. Elle a après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je la prêterai. Et bien voilà, effectivement, voilà justement son affaire, c'est très bien. Ah, mais Frosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Car enfin, l'épouse ne trompe point de fille sans qu'elle apporte quelque chose. Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est élevée et nourrie dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de fromage, de lait et de pommes, et à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cet article-là ne va pas à si peu de choses qui le montrent bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins. De plus, elle n'aime point les riches habits, ni les superbes bijoux, ni les meubles somptueux, ou donne ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 francs par an. En outre, elle a une aversion
Ah oui, c'est pas mal, oui. Mais enfin, ce qu'on cela n'a rien de réel, enfin. Comment? N'est-ce pas quelque chose de réel? Oh, que ne vous apporte un mariage de grande sobriété, l'héritage d'un grand amour, de simplicité de parure, et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? Enfin, c'est une raillerie que de vouloir me constituer sans dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point, enfin. Ah, je ne donnerai pas quittance de ce que je ne reçois pas, car enfin, Frosine, il faut bien que je touche quelque chose. Oh mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Oui, on verra cela, on verra ça. Oui, mais Frosine, il y a autre chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu le vois, et les jeunes gens, d'ordinaire, n'aiment que leurs semblables. Enfin, je veux dire, ne recherchent que leur compagnie. Et j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. Que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Et les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que quand on est avec des vieilles personnes. Voilà. Et elle n'est pourtant point plus ravie que lorsqu'elle peut voir de beaux vieillards avec une moustache majestueuse. Et je vous avertis de n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée. Elle rompit avec le mariage, sur ce que cela m'en fit voir qu'il n'avait que 56 ans, et ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle de 56 ans, et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Oh, certes, mais tu me dis là une chose nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne peut le dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Apollons, des Céphales, des Paris? Non, ce sont des portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anquise sur les épaules de son fils. Oh, voilà que je n'aurais jamais pensé. En effet, Frosine, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Ah, je crois bien. Ce sont de beaux godluraux, de beaux jeunes gens pour les aimer, donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir comment on peut aimer ces jeunes gens. Je n'y comprends rien. Et je me demande comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle qui fait trouver la jeunesse aimable. Sont des âmes que de jeunes blondins. Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours, moi, avec leur ton de poule l'été, leur propre de barbe relevée en barbe de chat, et leur perruque et tout, et la haut de choses tout tombant, et leur estomac débraillé. Ah. Mais c'est ainsi qu'il faut être bâti, cela. Et bien auprès d'une personne comme vous, il y a là de quoi satisfaire à la vue. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir, et votre figure est à part. Prenez-vous un peu, s'il vous plaît. Oui. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Oui. Oh! Voilà un corps taillé libre et dégagé comme il faut. Et qui ne marque aucune incommodité. Ah non, je n'en ai pas de grand. En fait, il n'y a que ma fonction qui me prend de temps en temps, mais c'est tout. Oh, cela n'est rien. Votre pulsion ne vous y est pas mal. Et vous avez grand satisfait. Dis-moi, Frosine, Marianne ne m'a point vu encore. Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne, et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Oh, je te remercie, Frosine, je te remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent et quelques petites associations pourraient me rétablir mes affaires.
pour elle un ragoût merveilleux. C'est pour la rendre folle de vous. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds. Si quelques minutes d'assistance me rétablissent de mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Oh, je t'en ai toutes les obligations du monde, Frosine. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit souffle que je vous demande. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement reconnaissant. Non, dis rien, dis, je m'en vais des têches. Je vous assure que vous ne seriez pas obligé dans un si grand besoin. Je mettrai ordre que le carrosse soit prêt pour vous mener à la Je foire. vous importunerai pas si je m'y voyais forcé par la plus grande nécessité. J'aurai 5 ans souple de bonheur pour ne point vous rendre malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite et vous ne sauriez croire. Adieu, jusqu'à tantôt, voilà comme de mort. Que la fièvre te sèche, qu'il y a des vinaigres, tous les diables. Le ladre a encore été ferme à toutes mes attaques, mais il ne me faut pourtant pas quitter la négociation et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense. Approchez la votre nous commencerons par vous. Je vous combine au soin de nettoyer partout, et prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Non. Non. Voilà, très bien. Nous voilà les armes en la main. Outre cela, je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en écarte quelqu'une, ou s'il se cache quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur le regard. Châtiment politique. Approchez, madame. Vous, je vous établis dans la charge de rincer de servir à boire. Seulement, attendez qu'on vous en demande plus d'une fois, et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Le vin pur monte à la tête. Quitterai-je mes 6 quenilles, monsieur? Oui, quand vous verrez venir des personnes, mais gardez-vous de gâter vos habits. Vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache d'huile de la lampe, et que j'ai mon haut de chausse tout troué par derrière, et qu'on me voit. Voyons, frère, rangez cela droitement du côté de la muraille, et présentez toujours le devant face au monde, enfin. Et vous mettez votre chapeau ainsi quand vous servirez. Ah, allez. Vous, ma fille, approchez. Vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira. Prenez garde qu'il ne sent pas ce qu'on dégâts. Cela c'est bien aux filles. Cependant, préparez-vous à bien accueillir ma maîtresse qui viendra vous visiter tantôt et vous mener à la foire. Chut! Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Ah, oui, mon fils,
le damoiseau à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire un mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage. Et par quelle raison? Mon Dieu, nous savons bien le train des enfants dont les pères se remarient et lesquels ils sont coutume d'accueillir ce qu'on appelle belle-mère. Seulement, si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière fraterne, je vous recommande de lui faire le meilleur accueil qui vous sera possible. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis point vous assurer d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Et vous verrez que vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Vous ferez sagement. Ensuite, Maître Jacques, approchez, je vais les garder pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre, mais pas bon. Mais c'est à tous les deux. Oui, mais à qui des deux le premier? Ah. Eh bien, au cuisinier, voilà. Attendez, je vous prie. Mais, que diantre de cérémonie est cela? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir un souper. Ah, grande merveille! Et nous fera du bonne chair. Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Ah, de l'argent! De l'argent, de l'argent, de l'argent, décidément. Ils n'ont que ce mot à la bouche, de l'argent. J'ai déjà vu de réponses plus impertinentes que celle-là. Ah, Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. Oh, c'est une chose la plus aisée du monde. Et il y a de si pauvres esprits qui n'en font bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. ah, bonne chère avec peu d'argent. Oui. Ah, mais enfin, monsieur notre intendant, ce serait bien d'être de nous montrer ce secret, hein, et de prendre mon office de cuisinier aussi, vous les séant de faire le factoton. Ah, chut. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Mais voilà, monsieur, votre maître, votre intendant qui vous fera bonne chère. Je vais vous répondre. Combien j'en serai-vous à table? Eh bien, nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que pour 8. Quand il y a mangé pour 8, il y en a largement pour 10. Cela s'entend. Ah, il me prie maintenant. Eh bien, il faudra 4 dans l'assiette, potage, assiette, entrée. Non, mais enfin, entrez, il y a de quoi là nourrir une vie entière. Des rôtis. Nous me rends la traître, tu veux manger tout le monde bien? Entremets. Encore! Vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeage? Oui, il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, Oui. que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, et que pour se montrer bien ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas que l'on donne, et que... Non. Suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Oh, oh, que cela est bien dit. Voilà la plus belle sentence que j'ai jamais entendue de ma vie. Il faut vivre et tout manger. Comment est-ce que tu dis déjà? Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Ah oui. Oui, t'as entendu? Quel est le grand homme Célestin? Oui. Ah, je ne sais plus maintenant. Souviens-toi de m'écrire ces mots-là. Je vais me faire graver en lettres d'or sur ma cheminée. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me le laisser faire. Je réglerai cela comme il faut. Tant mieux. Ça m'en donnerait moins de peine. Oui, il faudrait, pour commencer, de ces choses dont on ne mange guère, mais qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras, et quelques pâtés en pot bien garnis de marron. Reposez-vous sur mon âme. Ah oui, maître Jacques, il faut maintenant nettoyer mon carrosse. Ceci s'adresse à votre cocher. Vous dites? Je dis qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir près les chevaux pour le conduire à la foire. Oh, vos chevaux, monsieur, sont pas du tout en état de marcher. Je vous dirais au point qu'ils sont sur la litière. Les pauvres bêtes, ils n'en ont plus. Vous leur faites observer des jeunes qui austères. Ils ne sont plus des gilets, des fantômes, des façons de chevaux. Oh, allez, les voilà bien malades, ils ne font Vous rien. pouvez rien faire, monsieur, parce qu'il ne faut point manger. Ah, cela me fend le cœur. Et les voir aussi à exténuer, car enfin j'ai la tendresse pour vos chevaux. Et c'est d'être d'un naturel trop dur que d'avoir nulle pitié de son prochain. Oh, le travail du soir va bien grand que d'aller jusqu'à la foire enfin. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent le carrosse, qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes? Monsieur, je
j'obligerai le voisin le Picard à se charger de les conduire. Aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper. Tant mieux, j'aime autant qu'il meure sous la main d'un autre que sous la mienne. Oh, maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Ah, pêche. Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Je vois bien qu'est-ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le vin et le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa courge de cela. Et je suis fâché d'entendre tous les jours tout ce que l'on dit de vous. Car enfin, j'ai une tendresse pour vous, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le mieux. Pourrais-je savoir, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur. Si j'étais assuré que cela ne vous fâche un Oh, point. non, point du tout. Non, je sais très bien que cela vous fait en colère. Non, non, pas du tout, je serais bien impératif de savoir comment on parle de moi. Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, Oui. je vous dirais franchement Oui. qu'on se moque partout de vous. Oh, 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 oh. L'un dit que vous avez toujours une querelle prête à faire au balai dans le temps des étrennes. Vous trouvez une raison de ne leur donner rien. Un autre compte que vous fîtes assigner un jour le chat d'un de vos voisins pour avoir mangé le reste d'un gigot de mouton. Un autre raconte enfin qu'on vous surprit une nuit vous-même en train de dérober l'avoine de vos chevaux et que votre cocher, celui qui était d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne vouliez rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, vous êtes devenu la femme la risée de tout le monde. Et partout, on ne parle de vous sous le nom d'avare, de vilain, de ladre et de fesse Mathieu. Vous êtes honnête, À ce que je puis voir, maître Jacques, on paye bien mal votre franchise. Morbleu! Monsieur l'intendant qui fait l'homme d'importance, ce n'est pas là votre affaire. Riez des coups de bâton qu'on vous donnera, et venez point rire des miens. Allons, monsieur maître Jacques, oui. Ah, il file doux. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Allez, monsieur maître Jacques. Il n'y a pas de maître Jacques. Allez, doucement. Il n'y a pas de doucement, ne me plaît pas. Vous êtes un impertinent. Monsieur maître Jacques. Il n'y a pas de monsieur maître Jacques ici. Je prends un bâton, je vous reçois d'importance. Comment un bâton? Ah non, mais je ne parle pas de cela. Oui, savez-vous bien, monsieur le Fat, que je suis un avoué moi-même? Ah oui, je le sais bien. Et que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier? Ah, ça, je le sais. Et que vous ne me connaissez pas encore? Mais c'est vrai, mais... Vous me recevez, dites-vous? Non, je disais ça en raillant. Eh bien, je ne prends point de quoi votre raillerie. Apprenez à vous être mauvais railleur. Oh, désormais je ne veux plus dire vrai. Pas encore pour mon maître, qui a le droit de me battre. Mais ce monsieur l'intendant, je me vengerai si je le puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est le J? Ah oui, il est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Oh. Pas que je suis Frosine dans un étrange état, mais s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Mais quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête avant le supplice où on veut l'attacher? Mon Dieu, je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais, à votre mine, que le jeune blondin
pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leurs faits. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur conduite que je dis. Et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel mari. Mais cela n'est pas conduré. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable, qui réparera toutes choses. Mon Dieu, Frosine, quelle étrange affaire, lorsque, pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous l'épousez aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Oh, ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans les 3 mois. Le voici en propre personne. Oh mon Dieu, Frosine, quelle étrange figure! Ne vous offensez pas, belle mignonne, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, et qu'il n'est point besoin de lunettes pour les apercevoir. Ah! Ah! Mais j'ai garanti que vous êtes un astre. Un astre, le plus bel astre qui soit, dans le pays des astres. Et Frosine, elle ne répond et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont en âme. Ah oui, tu as raison, Odile. Oh, belle mignonne, voici ma fille, qui vient vous saluer. Je m'inquiète bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez comme elle est grande, hein, mais les mauvaises herbes croient toujours. Oh, l'homme déplaisant! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Adorable mignon. Oh, quel animal! Je me suis trop obligé de ces sentiments. Frosine, je ne peux plus tenir! Oh, voici mon fils, aussi, qui vient vous faire la révérence. Frosine, oh, quelle rencontre! C'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est merveilleuse. Je crois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais ne vous inquiétez pas, je serai bientôt les faits. Et de l'un, et de l'autre. À vous dire le vrai, madame, c'est ici une rencontre où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je ne m'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire de plus beaux choix. Et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne puis point vous assurer d'être bien aise du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. C'est un titre que je ne vous souhaite point. Voilà un mariage où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance et si les choses dépendaient que de moi, cet hymen ne se ferait point. Hé, je vois quel beau compliment lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins à vous voir mon beau-fils. Et si je m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole, que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. Ah oui, elle a raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, belle mignonne, de l'insolence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas la conséquence des paroles qu'il dit. Ah, mais je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé, et au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ce véritable sentiment. Oh, c'est trop d'honneur à vous que de vouloir ainsi excuser ses fautes. Mais vous verrez qu'avec le temps, il changera de sentiment. Comment, mon père, non, je ne suis pas capable d'en changer. Bon, enfin, il redouble de plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore, il vous envie de changer les discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je prenne ici la place de mon père, et que je vous avoue que je n'ai jamais rien vu au monde de si aimable. Que le titre de votre époux est une gloire, une félicité, que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Mais doucement, mon fils, enfin. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mais montez, j'ai une langue aussi pour m'expliquer, et je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous. Alors, donnez les sièges. Non. Il vaut mieux que de se passer pour faire un tour à la foire afin de revenir
pas le carrosseur. Je vous demande pardon, belle mignonne, si je n'ai pas eu le temps de faire une petite collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père, et j'ai fait porter ici quelques grands bassins d'oranges de la Chine, de confiture et de citron doux que j'ai envoyé quérir de votre part. Oh, balai! Oui, il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez que ce ne soit pas assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il vous plaît. Oh, c'est une chose qui n'était pas nécessaire. Oh, avez-vous jamais vu de rubis plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Oh, il est vrai qu'il brille beaucoup. Mais il faut que vous le voyiez de plus près. Ah, il est fort beau et jette quantité de feu. Nelly, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous fait. Moi? N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Mais comment? Belle demande. Il me fait signe de vous le faire accepter. Oh, je ne veux point. Il n'a garde de me reprendre. Mais pêche-toi! Ce serait... Nelly, madame, c'est l'offensé. Oh, de grâce. Pas du tout. Mais j'en parle! Me voilà qui se scandalise de votre refus. Oh, traître! Vous voyez comme il se désespère. Bourreau que tu es! Mon père, je vous demande pardon. Je fais ce que je puis pour lui faire accepter, mais que voulez-vous? Elle est obstinée. Oh, panda! Ce serait cause, madame, que mon père me querelle. Oh, le coquin! Ne résistez pas davantage. Mon Dieu, gardez cette bague puisque monsieur le veut. Mon père. Eh bien, pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant et prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a un homme qui veut vous parler. Mais dis-lui qu'il revient une autre fois, je n'ai pas le temps de lui parler. Oui, mais il dit qu'il vous apporte de l'argent. Oh, débouchez d'ici, je reviens tout de suite. Aïe, 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 qu'est-ce mon père? Vous êtes-vous fait mal? Le traître, assurez-moi, c'est de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Cela ne sera rien. Je vous demande pardon, je croyais bien faire que d'accourir vite. Mais que viens-tu faire ici, bourreau? Vous dire que vos 2 chevaux sont déférés. Mais quand le bel pantalon chez le maréchal. En attendant qu'il soit ferré, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis. Et venez, madame, au jardin où je ferai porter la collation. Valère, éveille un peu s'il te plaît sur tout cela, et tâche de m'en ramener le plus que tu pourras pour le renvoyer chez le marchand. Oui, c'est assez. Fils impertinent, as-tu envie de me ruiner? Entrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus personne de suspect autour de nous et nous pouvons parler librement. Oui, madame, mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. Oh, c'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de toujours me garder cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureux gens l'un et l'autre, et de m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Et que veux-tu, c'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits. Que saurais-je vous dire? Mettez-vous dans ma place et voyez ce que je peux faire. Avisez, ordonnez vous-même. Je m'en remets à vous. Croyant raisonnable de vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. L'honneur et la bienséance, hélas! Où me réduisez-vous? Que voulez-vous que je fasse? J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites. Agissez auprès d'elle. Employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire ce que vous voudrez, je vous en donne licence. Frosine, ma pauvre Frosine, saurais-tu nous servir? Par ma foi, faut-il le demander? Je voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine et je n'ai que trop de tendresse quand je vois des jeunes gens qui s'entraînent en tout bien et tout honneur. Mais que pourrions-nous faire à ceci? Mais songe un peu, je te prie! Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle ne
votre père. Et votre père? Cela s'entend. Mais je veux dire par là qu'il conservera du dépit si le monstre le refuse, et ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vînt de lui-même et tâcher par quelques moyens de le dégoûter de votre personne. Ouais, tu as raison, tu as raison. Ah oui, j'ai raison, je le sais bien. Mais le diable, c'est d'en pouvoir trouver les moyens. Ça. Attendez. Si nous avions quelques femmes un peu sur l'âge, qui furent de mon talent, et jouassent assez bien la comédie pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse, j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce serait une femme riche, outre ses maisons, de 100 000 écus en argent. Qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait recevoir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Je ne doute point qu'il ne prête à l'oreille à la proposition, car enfin, il vous aime bien, mais il aime encore plus l'argent. Et comme ébloui de ce leurre, il aurait une fois consenti à ce qui vous touche, il apporterait peu ensuite qu'il se déshabillât en voulant venir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire. Je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera à notre fête. Oh, sois assuré, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part tous les efforts qu'il vous sera possible. Oh, j'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Oui, mon fils est belle sous la main de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous? Voilà mon père. Le carrosse est prêt, vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, 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 vous demeurez ici, elles iront bien toutes seules, j'ai besoin de vous. Tout ça, intérêt des belles-mères mis à part, que te semble à toi de ces personnes? Ce qui m'en semble. Oui, son air, sa taille, sa beauté, son esprit. Là, là. Mais encore? À vous dire le vrai, mon père, je n'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Non, son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre, et son esprit des plus communs. Je ne dis pas cela, mon père, pour vous en dégoûter, car enfin, belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Oui, mais tantôt tu lui disais... Moi, je lui ai dit quelques mots pour vous, mais ce n'était que pour vous plaire. Si bien que tu n'aurais aucune inclination pour elle. Moi, pas du tout. Oh, j'en suis fâché, car cela rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, en la voyant, une réflexion sur mon âge, et j'ai pensé qu'on pourra trouver à redire de me voir marier une si jeune personne. Et cela m'en faisait quitter le dessein. Mais, comme je l'ai demandé, et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné, mais sans la version que tu me témoignes. À moi? À toi, oui. En mariage? En mariage, oui. Mon père, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, je veux bien me résoudre à l'épouser si vous voulez. Moi? Ah non, je suis plus raisonnable que tu ne le penses, et je ne veux point forcer ton inclination. Et je veux bien faire cet effort pour l'amour de vous. Non, 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 mariage ne saurait être où l'inclination n'est pas. Et c'est une chose qui peut-être viendra après. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, 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 si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, tu l'aurais épousée au lieu de moi seulement. Cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein, et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses en sont là, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous dévoiler notre secret. La vérité est que je l'aime. Depuis un jour que je la vis dans ce promenade. Que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y a. Je t'en bien reçu. Fort bien, mais sans savoir qui j'étais.
Et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Avez-vous déclaré votre passion et le dessein vous étiez de l'épouser? Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu de vertu. Il a-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Si j'en dois croire les apparences, mon père, je me persuade fort qu'elle a quelque bonté pour moi. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Assurément. Oh, je suis bien aise d'apprendre tous ces petits secrets. Oh ça! Savez-vous ce qu'il y a, mon fils? C'est qu'il faut que vous songiez à renoncer à votre amour, à cesser toutes les poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez? Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare moi que je ne quitterai pas la passion que j'ai pour Marianne, et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours sans doute qui combattront pour moi. Comment prendra-t-elle l'audace d'aller sur votre briser? C'est vous qui êtes sur les miennes, et je suis le premier en date. Mais ne suis-je pas ton père? Ne me dois-tu pas le Nous respect? sommes pas là des choses où les enfants sont obligés de déférer au père, et l'amour ne connaît personne. Oh, je te ferai bien me connaître, moi, avec des pompes et des bâtons. Toutes vos menaces ne feront rien. Et tu renonceras à Marianne. Rien du tout. Ah, donnez-moi un paraîtront tout à l'heure. Oh! Eh bien, monsieur, qu'est-ce que c'est? À quoi songez-vous? Manque de cela. Monsieur, Ne doucement! pas avec cette impudence. Monsieur de Grasse! Non, je démerde de poids. Laisse-moi faire. Mais monsieur, monsieur, doucement! De grâce! Pas encore pour moi! Eh bien, maître Jacques, puisque tu es là, nous allons te faire juge pour nous dire qui a raison. Mais mon fils ou de moi? Bon sang. Éloignez-vous un peu. Mais... Ouh là! Oui, non mais ce n'est pas... Laissez-lui! Non, non. Ah non, Je suis amoureux d'une fille que je vais épouser. Là, il est insolent, à l'audace de l'aimer malgré moi, malgré mes ordres. Mais n'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veuille entrer en concurrence avec son père, et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Ah, vous avez raison. Laissez-moi lui parler. Il demeurait là. Eh bien, puisque mon père veut te prendre pour juge, je n'y recule point. Ah, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je suis la personne qui répond à mes vœux. Et mon père vient mêler de troubler mon amour par la demande qu'il en fait faire. Oh, il attend, seulement! Je n'ai pas honte à son âge de songer à se marier. Lucie est-il d'être encore amoureux? Ah! Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Aux jeunes gens. Laissez-moi lui dire deux mots. Oui. Eh bien! Votre fils met à la raison. Hein? Il dit qu'il ne fera pas refus de se soumettre à ce qui vous plaira pourvu que vous lui accordiez en mariage la personne dont il a lieu d'être content. Ah! Eh bien alors dis-lui, maître Jacques, que, moyennant cela, il pouvait espérer toute chose de moi, et que, hors Marianne, eh bien je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère. Et il est prêt à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous lui témoigniez le respect qu'un fils doit à son père. Ah, eh bien, maître Jacques, dis-lui qu'il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes. Et que, s'il m'accorde mariage, jamais je ne ferai aucune chose que par sa volonté. Voilà, tout est bien, il est d'accord. Oh, mais voilà qui va pour le bien du monde. Ah, tout est conclu. Il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué. Messieurs! Ah mais non, vous n'avez qu'à parler maintenant, voilà d'accord. Et dire que vous alliez vous quereller, pas de vous entendre. Oh, mon pauvre maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Ça n'est rien, monsieur. Ah, Tu m'as fait plaisir, maître Jacques, et cela assurément mérite une récompense. Non mais, Oui, oui, va, je saurai m'en souvenir. je vous baisse les mains.
demande pardon des emportements que j'ai fait paraître. Mais cela n'est rien. Ah, je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, je suis ravi de te voir enfin raisonnable. Oh, quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. Bon, non, on oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Ne gardez aucun ressentiment de toutes mes extravagances. Non, mais c'est pour moi une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te rends. Ah, je vous assure que jusqu'au tombeau, je conserverai le souvenir de vos bontés. Oh, et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes. Ah, je ne vous demande plus rien, mon père. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous. Et que je trouve toute chose dans la bonté que vous ayez de m'accorder Marianne. Et qui est-ce qui te parle de t'accorder Marianne? Et vous? Moi? Mais sans doute. Mais comment c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi? D'y renoncer? Oui. Pas du tout. Mais tu n'étais pas des partis d'y prétendre? Ah, au contraire, je supportais plus que jamais. Comment pendant de recherche? Rien ne pourra me changer. Oh, laisse-moi faire faire. Faites tout ce qui vous plaira. Oh, de toi, de ma vie. À la bonne heure, oui. Je renonce mon fils. Abandonnez. Je te déshérite. Renoncez à tout. Je t'abandonne. Je n'ai que faire de vos dons. Je te donne ma bénédiction. Oh. Ah. Oh. La flèche, c'est toi? Monsieur, Oui. moi, suivez-moi. Qu'y a-t-il? Voici votre frère. Comment? J'ai fini ceci tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père. Et comment tu fais? Allez, venez, sautons doucement. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier, justice et juste ciel, je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent, mais qui possède? Où est-il? Où se cache-t-il? Où demeure-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Hein? Qui est-ce? Arrête! Oh, mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Ni mon esprit troublé, j'ignore qui je suis, où je suis, ni ce que je fais. Oh, mon cher argent, mon ami! On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire en ce monde. Sans toi, il est impossible de vivre. Et sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Ah! Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon argent, non en prenant qui l'a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit, j'ai fait le coup qu'avec beaucoup de soin, on était pieds d'heure. Il en a justement choisi le moment que je parlais à mon traître de fils. Vite, sortons, je vais faire quérir la justice et donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fille, à fils, et à moi aussi. Que de choses assemblées. Je ne jette mon regard sur personne qui me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Hein? De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, sinon c'est des nouvelles de mon argent, je supplie que l'on m'en dise. Ne dites point là, cachez parmi vous. Hein? Ils me regardent tous, là, ils se mettent à rire. Et vous verrez qu'ils ont sans doute parole que l'on m'a fait. Dites des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des chaînes, des potences et des bourreaux, je vais faire pendre à tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Ah!
aujourd'hui que je me mêle de découvrir les vols. Mais tous les magistrats sont intéressés par l'affaire. Seulement si on me retrouve mon argent, je demanderai justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Oui, Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus 10 000 écus. Le vol est considérable. Mais le supplice n'est pas assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, eh bien les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté, voilà. Et en quelle espèce était cette somme? En bon louis d'or, et pistoles bien trébuchantes. Et qui soupçonnez-vous pour ce vol? Et tout le monde, tout le monde. Et je veux que vous fassiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut faire, si vous m'en croyez, toutes les poursuites requises, afin de retrouver ensuite les deniers qui vous ont été pris. Je m'en fais revenir, je m'en fais revenir, qu'on me l'égorge, qu'on lui fasse griller les pieds, hein, qu'on le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Non, tant de cochon de lait que votre intendant m'a fait apporter. Je vais vous l'accommoder à ma fantaisie, votre intendant, à votre cochon de lait. Non, coquin, il ne s'agit pas de cela. Et voilà, monsieur, à qui il faut tout dire. Ne vous effarouchez point, je suis homme à ne point scandaliser, et les choses iront dans la douceur. Ah, monsieur, c'est votre idée. Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre mère. Ah, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire, je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Non, ce n'est pas là l'affaire. Non, 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 mais si je ne me traite pas aussi bien que je pourrais, c'est la faute à notre intendant qui m'a poigné les ailes avec les ciseaux de son économie. Mais copain, il ne s'agit pas de souper, voyons. Et je veux que tu me dises les nouvelles que l'on m'a pris, de l'argent que l'on m'a pris. Oh, vous avez de l'argent? Eh oui, coquin, et je m'en vais te pendre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Il faut ici, mon cher ami, nous confier tout ce que vous savez. Il ne vous sera fait aucun mal, et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voilà, c'est ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant depuis le temps précédent. Il est le favori, tout le monde écoute ses conseils, j'ai encore sur le dos les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu à réminer dans ton coin? Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Je vous avais bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre intendant qui a fait le coup. Valère? Ouais. Bon, lui qui me paraissait fidèle. Lui-même, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Ben, je crois, je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire toutes les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, justement, monsieur, où était votre argent? Dans le jardin. Mais justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi votre argent était? Dans une cassette. Voilà la fête. Oh! J'ai vu une cassette. Et cette cassette, comment était-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle était faite? Oui. Elle était faite comme une cassette. Ah, cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. C'était une grande cassette. Ça va mieux celle qu'on m'a volé petit. Eh oui, petite, mais si on entend par là, mais je veux dire grande parce qu'elle contient. Hein. Et de quelle couleur était-elle? Quelle couleur? Oui. Eh bien, elle était là, d'une certaine couleur. Sauriez-vous m'aider à le dire? Oui. Elle était pas... Oui. Non, grise. Vous me dites gris-rouge, alors. Ah, c'était la violence. Écrivez, monsieur le commissaire, écrivez, c'est rouge, alors. Ah, mais c'est aussi qui revient. N'allez pas dire que c'est moi qui vous ai découvert cela. Je vois. J'ai confessé l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, coquin? Tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. Et c'est en vain que tu voulais les déguiser. Seulement l'affaire est couverte. Et l'on vient de m'apprendre tout. Monsieur, est-ce qu'on vous a découvert tout? Je ne veux pas chercher de détours et vous niez la chose. Ai-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Mais quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Ah, monsieur, je n'ai pas mérité ce nom-là. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment ça, pardonnable?
un guet-apens, un assassinat de la sorte. De grâce, ne me mettez pas en colère. Quand vous m'aurez ouï, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais, mais quoi? Mon sang, mes entrailles, Pandare. Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Et il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. Ah, mais ça, c'est bien mon intention, oui, vraiment, que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Mais il n'est pas question d'honneur, là-dedans, mais dis-moi, qui t'a porté à une action pareille? Hélas. Me le demandez-vous? Mais oui, vraiment, je te le demande, oui. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour? 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 Oh! L'amour! Ah, l'amour! Bel amour, oui! Bel amour, l'amour de mes louis d'or! Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Et je proteste de ne rien prétendre à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Ah, mais ça non! Non, soyez pas tous les diables, je ne te le rendrai pas, non! Mais voyez, quelle insolence! Vouloir retenir le vol qu'il m'a fait! Appelez-vous cela un vol? Si j'appelle ça un vol, un trésor comme celui-là! Oh, c'est un trésor, il est vrai. Et le plus précieux que vous ayez sans doute. Et ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Mais non, Florine, parle-lui, mais qu'est-ce que veut dire cela? Nous nous sommes promis une foi mutuelle et avons fait le serment de ne nous point abandonner. Ah, le serment est admirable, la promesse est bien plaisante. Nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. Eh bien, je vous empêcherai, je vous l'assure. Et bien que la mort ne nous peut séparer. Mais c'est d'être bien au diable après mon argent. Oh, je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'était point l'intérêt qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Oh! Et vous voulez que c'est par charité chrétienne qu'il en veut pas mon bien? Mais la justice aura raison de toi, Pandare. Me voilà prêt à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qui m'en faut accuser, et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Oh, mais ça, je le crois bien, vraiment. Il serait bien étrange que ma fille trempe dans ce crime. Mais dis-moi, je veux avoir mon affaire, et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi? Oui. Je ne l'ai point enlevée, monsieur. Et elle est encore chez vous? Oh, ma chère Cassette. Tu veux dire, elle n'est plus sortie de ma maison? Mais non, monsieur. Oh! Mais dis-moi, n'y as-tu point touché? Moi, y toucher? Ah non, monsieur, vous faites du tort aussi bien qu'à moi. Et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma Cassette? Oh, j'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cassette est trop honnête? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue, et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma Cassette! Il parle d'elle comme un amant de sa maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure, et elle peut rendre témoignage. Comment? Ma servante est complice de l'affaire? Oui, monsieur. Elle a été témoin de notre engagement, et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Mais est-ce que la peur de la justice les fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. Mais la pudeur de qui? Et de votre fille! Oh, c'est seulement depuis hier qu'elle a consenti à nous signer une promesse de mariage. Ma fille? T'as signé une promesse de mariage? Oui, monsieur. Comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh! Oh, ciel, autre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez! Oh, je m'en veux pas! Surcroît de désespoir! Faites l'édit de votre charge, monsieur le commissaire! Dressez-moi son procès! Comme Laurent! Comme Sibornin! Oh, ce sont des hommes qui ne me sont point dus. Et lorsqu'on saura ce que je suis. Ah! Fille insérable! Fille ingrate! Fille indigne de père, crâne-moi! C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données, hein. Et tu te laisses prendre d'amour pour un voleur! Et vous serez trempés l'un et l'autre. 4 murailles répondront de ta conduite. Et une potence aura raison de ton audace. Ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire. Et l'on m'écoutera au moins avant de me condamner. Non, je me suis abusé des dires de potence. Tu seras rouillé, Oh fruit. non! Mon père, prenez les sentiments un peu plus humains, je vous prie. Ne vous laissez pas entraîner au premier mouvement de votre passion. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez
moi qui te laissa noyer plutôt que de faire ce qu'il a fait. Oh mon père, je vous Non, conjure. non, je ne veux rien entendre, rien entendre. Et je veux que la justice fasse son devoir. Tu me fais avec le bâton. Seigneur Harpagon, je vous vois tout ému. Oh, Seigneur Ancel! Seigneur Ancel, je suis le plus infortuné des hommes. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voilà un traître, un scélérat, qui a violé les droits les plus saints. Il s'est glissé chez moi, sous le nom de domestique, pour me dérober mon argent, et me suborner ma fille. Mais qui songe à votre argent dont vous me faites un galimatias? Eh oui, se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage. Seulement cet affront me regarde, Seigneur Ancel. C'est vous qui devez prendre parti contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force, mais pour vos intérêts, je veux bien les embrasser, ainsi que les miens propres. Tenez, voici monsieur le commissaire qui a reçu toutes les dépositions. Je ne vois pas quel crime on peut faire de la passion que j'ai pour votre fille, et le supplice où vous croyez que je puisse être condamné lorsqu'on saura ce que je suis. Mais je n'ai que faire d'études comptes. Je sais bien que le monde est plein de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et qui s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'il s'agissait de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parler de quelque chose qui ne soit point à moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu et qui peut voir clair dans les histoires que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre, et si Naples vous est connu, vous savez qui était don Thomas d'Albursi. Eh bien, c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui. Oh, parlez d'une autre façon et ne tentez pas de vous cacher sous cette imposture. Songez à mieux parler, ce n'est point une imposture, et je n'avance rien ici qui ne me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de don Thomas d'Albursi? Oui, je l'ose, et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans que l'homme dont vous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme. Oh! Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils âgé de 7 ans fut sauvé de ce naufrage. Et celui qui vous parle. Et quel fait, autre que vos paroles, nous peuvent assurer que ce n'est point une fable que vous avez bâtie sur une vérité? Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui appartenait à mon père, et un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras. Oh, hélas! À vos paroles, je puis ici répondre. Mais tout ce que vous dites me fait clairement connaître que vous êtes mon frère. Oh! Vous, ma sœur? Oui, mon cœur s'est ému dès le moment où vous avez ouvert la bouche. Et notre mère que vous allez ravir m'a 1000 fois entretenu les disgrâces de notre famille. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance? Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père? Oh, c'est vous que ma mère a tant pleuré? Je suis don Thomas d'Albursi, que le ciel garantit les ondes. C'est là votre fils? Oui. Eh bien, je vous prends à partie pour me restituer les 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui vous avoir volé? Lui-même. Et qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Mais vous voyez bien que je ne dis rien, moi. Et tenez, voici monsieur le commissaire qui a reçu toutes les dépositions. Mais pouvez-vous me croire capable d'action si lâche? Il est capable ou pas capable, moi je veux revoir mon argent. Ne vous tourmentez pas, mon frère, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser répéter Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous mettez pas en peine. Il est en lieu dont je réponds. Ah. Et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire ce à quoi vous vous déterminez. Et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. Oh, l'on a rien noté. Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de consentir à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse l'entière liberté de choisir entre nous deux. Oh, mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père, dont vous avez à m'obtenir. Le ciel ne me redonne point à vous,
mes enfants pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne portera sur le fils plutôt que sur le père. Alors, ne vous faites point dire des choses qu'il n'est pas nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi à ce double hyménée. Oui, mais il faut pas me donner conseil, que je revoie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Je n'ai pas d'argent à donner à mes enfants pour le mariage. Mais j'en ai peu, que cela nous inquiète point. Vous vous engagez donc à faire les frais pour les 2 mariages? Oui, je m'y engage, êtes-vous satisfait? Oui, enfin oui, à la condition que vous me fassiez faire un bel habit pour les enfants. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Voilà, messieurs, voilà, doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera mes écritures? Mais nous avons que faire de nos écritures. Mais je n'entends pas les avoir fait pour rien, moi. Ah, bien tout dit. Voilà pour votre paiement un homme que je vous donne à mort. Hélas, que faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et on ne veut pas me tourmenter. Et Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc le commissaire? Oui. Allons faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère cassette.